It's time, c'est l'heure de mon top 24 2024. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais vous parler des livres qui m'ont apporté le plus de bonheur cette année. Le but, bien entendu, étant que vous les lisiez aussi et je veux faire lire la planète entière. C'est mon but depuis un petit bout de temps. En 2024, j'ai lu 169 ouvrages et ma moyenne sur 5, c'était 3,72. Ce qui signifie que les romans dont je vais vous parler ici, là, c'était le top du top. Du top, pour moi, bien entendu. Comme d'habitude, je vous parle de mes ressentis de lecture. C'est des romans qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont donné envie d'apprendre, qui m'ont fait passer de fabuleux moments de lecture ou encore qui m'ont fait me délecter dans une prose incroyable. Leur point commun, c'est que ce sont des romans qui m'ont marqué et pour le prouver, je vais essayer d'en parler comme ça, sans trop de préparation et idéalement rapidement parce que j'ai 24 romans puis j'aimerais ça que ça dure pas 2 heures. Ah oui, je précise, mon ordre d'appréciation, ça va pas nécessairement de 24 à 1, mais les 8 premiers, c'est-à-dire ceux dont je vais vous parler en dernier, c'est pas mal mes 8 préférés. Donc, allez vous chercher un carnet de notes et c'est parti! On y va avec le livre bleu de Nebo de Manon Stéphane Ross. C'est de la science-fiction. C'est un petit SF post-apocalyptique qui a rien de transcendant au départ. Il est pas révolutionnaire. Ça peut même sembler un peu moralisateur alors que moi, habituellement, ça m'énerve, mais là, ça l'a passé. J'ai été touchée du début à la fin. On est au Pays de Galles, on est après la fin qui est un événement nucléaire et on a une mère qui vit dans une toute petite maison isolée avec ses enfants et elle et son fils vont écrire leur quotidien dans un petit cahier bleu. Donc on a les deux voix très attachantes, deux voix très différentes. On a elle qui a connu autre chose, lui qui a presque rien connu d'autre. C'est une histoire du quotidien, deux êtres qui s'aiment et qui font une vraie équipe, un éveil à la beauté, un retour à la nature. On n'avait pas vraiment le choix dans le fond. Et on voit la maman qui va apprendre à apprécier cette nouvelle vie-là et j'ai beaucoup aimé ça. Très, très émouvant pour moi. Prochain roman, De purs hommes de Mohamed Boucar Sarr. C'est l'auteur de La plus secrète mémoire des hommes, un roman qui avait été ma lecture préférée l'année où je l'ai lu. Et ici, on va retourner au Sénégal. On est avec un professeur de lettres qui est un peu désengagé, il est un peu flottant. Et un jour, il va avoir une vidéo qui devient virale et qui va le bouleversé, c'est-à-dire que des gens se sont filmés en train de déterrer un cadavre pour le tasser en dehors du cimetière. Pourquoi? Parce qu'il était un homme-femme, un homosexuel. Même si sa première réaction était assez ordinaire, il va se mettre à la recherche de cet homme, essayer de comprendre qui il était, et là, à partir de ce moment-là, sa vie va être complètement chamboulée. Pour l'occidental que je suis, là, ce roman-là, c'est une dystopie. Pour moi, c'est pas possible, un truc comme ça, J'étais complètement enragée. Cette façon de penser-là, c'était comme juste pas dans mon schème des possibles. Tu sais, on est dans un univers où les arguments, ça sert à rien. C'est inutile, c'est perdu d'avance. C'est une plume qui est très, très belle, très travaillée, mais est quand même accessible. C'est rempli de références littéraires, de références philosophiques, tout ce que j'aime. Et on a d'ailleurs un narrateur très, très conscient d'être presque pédant des fois. Une très bonne lecture, c'est tout court, donc tentez le coup si vous avez peur de la bonne brique qu'est La plus secrète mémoire des hommes, même si les thèmes sont très différents. Prochain livre, un roman qui a fleuri dans de nombreux tops, mais les autres années, moi je l'ai lu juste cette année, c'est-à-dire Les voleurs d'innocence de Sarai Walker. Ça là, c'est un roman d'ambiance, c'est un roman qui est envoûtant, on est dans les années 60 aux États-Unis, on est carrément transporté dans cette époque-là, mais il y a un petit côté gothique quand même. C'est un roman dans lequel il faut accepter d'entrer sans tout comprendre, il faut se laisser porter par cette histoire-là. C'est très bien écrit et c'est féministe. En fait, c'est une vraie critique sociale sur la situation des femmes à l'époque. Parce que, ouais, à part se marier puis avoir des enfants, même quand t'étais d'une famille assez riche, ouais, c'était pas mal ça. On a donc 5 sœurs au prénom de Fleur. Elles sont les héritières d'une méga compagnie d'armes à feu, les armes Chapel, et leur mère va avoir une vision, c'est-à-dire qu'elle va les voir mourir après leur mariage. Le seul problème, c'est que ça va arriver. Encore. Et encore. Donc, on a 5 femmes très différentes qui veulent des choses différentes, mais qui se dirigent tout droit vers la tombe. Au départ, on est fasciné, ça devient rapidement angoissant. Tous ces gens qui veulent donc aider les femmes et qui sachent mieux qu'elles ce dont elles ont besoin. C'est rageant. Mais pour moi, ça a été une réussite et je recommande.
Allons-y avec Bajens de Delphine Minoui. C'est un court roman, ça se passe en Iran et nous sommes avec une jeune fille qui est pas mal adolescente et qui, elle, veut se libérer de tous les carcans. Dans sa tête à elle, le carcan le plus évident, c'est le voile. Elle ne veut pas le porter, mais elle est en Iran, donc elle n'a pas tant le choix. On est donc avec un roman qui parle du traitement des femmes avec une voix adolescente, fâchée, frue. Elle est dans la provocation, elle réalise certaines choses, elle réalise que le destin des femmes, c'est d'être cachées, d'être protégées, mais d'un autre sens, on les laisse se faire violer, puis si elles parlent, c'est de leur faute. On s'entend, c'est pas un bijou de stylistique, mais on est avec une voix adolescente, c'est fort, c'est brut, c'est frappant. Ensuite, un peu de poésie avec Akuteu de Soleil Launière, qui est un recueil illustré de poèmes que j'ai lu et écouté sur audio en même temps. La voix de l'autrice m'a beaucoup touchée, c'est son histoire à elle, l'histoire d'une jeune femme Innu. Elle a grandi loin de ses racines et en plus, elle est white passing, contrairement à sa sœur. Donc, c'est un questionnement sur son identité. Trop autochtone, pas assez autochtone. C'est une œuvre hybride entre poésie, théâtre, essai, c'est engagé. Ça parle également de ces femmes autochtones qui sont réduites au silence ou qui simplement disparaissent. C'est une œuvre émouvante, une œuvre intime qui nous parle de comment on se sent quand on est en flottement, quand on sait pas trop comment se situer par rapport à nous-mêmes. Je recommande. Et ceux qui sont en Europe, on peut l'écouter sur Radio-Canada Audio. Toute la couleur du monde de C.S. Richardson, qui est un petit roman par fragments comme je les aime. C'est tout petit, c'est très court, ça raconte l'histoire d'un homme qui est revenu de la Première Guerre mondiale avec un bras en moins. C'est un homme qui a aimé, c'est un homme qui a perdu. Et entre autres, ça parle du deuil, ça parle de la difficulté à se reconstruire quand on a perdu quelque chose qui faisait presque partie de nous. C'est un homme qui aime les grands maîtres, il est fasciné par les arts, par l'histoire de l'art, et c'est à travers les couleurs et l'art qu'on va avoir des petites vignettes, des petits moments de sa vie qui vont nous faire comprendre d'où il arrive et où il s'en va. Ce sont des flashs de vie, on a une plume très poétique, c'est évocateur, ça parle de deuil, de trauma, d'amour, de rédemption, de culpabilité. On nous balade dans l'espace et le temps, et peut-être l'éclairage de l'art est-il la solution à tous ces tourments. C'était beau, j'ai aimé ça. Je veux que tout le monde le lise. Il est très rare que des romans que je viens juste de lire fassent mon top. Mais là, j'ai lu celui-ci dans une situation tellement parfaite, c'était tellement un bon moment qu'il fallait. C'est Les Sentiers de neige de Kev Lambert, qui est très différent de Que notre joie demeure. On est complètement ailleurs. Ici, on est dans un genre de conte fantasmagorique. On est dans la période des fêtes avec Zoé, un petit bonhomme de 8 ans qui, lui, il aimerait ça porter du linge de fille, il aimerait jouer avec des Barbies, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. On est dans le début des années 2000, il vient d'une famille de bûcherons du lac. Puis bon, disons que ça passe plus ou moins bien. Tu sais, l'insulte de base, c'est donc ben gay. C'est son premier Noël depuis la séparation de ses parents. Il va retrouver sa cousine préférée, Amy Anne, celle qui ose tout et qui est un peu parfois détestable. Elle fait presque penser à Bérénice là, dans La Vallée des Avalées, tellement que des fois c'est ouh! On a donc 2 enfants qui ne trouvent pas leur place, 2 enfants qui vivent un profond mal-être et ils vont s'évader dans cette période des fêtes dans une quête imaginaire où il faut aller libérer un personnage. Et en même temps, on voit un temps des fêtes à hauteur d'enfant et des fois il manque pas les adultes et c'est un regard qui est très très pointu, un regard très acéré. Des moments, ça rappelle ça de Stephen King, d'autres Zelda, parce qu'on en parle puis on se croirait dans un jeu vidéo. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne crois pas, mais moi j'ai adoré me plonger dans cet onirisme, dans cet univers qui n'est possible que pendant l'enfance, parce que ces mondes-là sont nourris de leur peur, de leur traumatisme, et Kev Lambert, c'est une des plus belles plumes de sa génération, je trouve. Il y a quelque chose, peu importe ce qu'il écrit, je trouve ça beau. Là, on est dans le plus familier, mais c'est beau quand même. Il est hot. On reste dans le québécois avec Peuple de verre de Catherine Leroux, qui est aussi une autrice dont j'adore la plume. Ici, on est dans un roman d'anticipation avec l'un des thèmes qui me fait le plus freaker, c'est-à-dire la crise du logement, la crise de l'itinérance. Ouais, ça me fait capoter, vraiment. On est donc avec une journaliste, une hit girl qui a vraiment fait sa réputation en allant à la défense des gens sans-abri qu'on appelle maintenant les inlogés parce que si on n'a pas de novlangue, c'est pas drôle. On va vite se rendre compte qu'elle est loin d'être parfaite, cette belle dame. Et suite à plusieurs événements dont je vous parlerai pas ici, elle va se retrouver à la rue et elle va découvrir ce que le bon gouvernement a décidé de faire pour les sans-abri. On se croirait dans Dickens, c'est pas mal.
On est donc dans un univers qui fait peur parce qu'on regarde ça puis on dit que ça se pourrait donc qu'il y ait cette bonne idée-là et que ça se pourrait donc qu'on en arrive là. Tu sais, on voit la classe moyenne qui est plus capable de se loger, là. Ça se pourrait. Ici, il y a plein de discours qui sont sous-jacents. Ça parle de la novlangue pour que ça ait donc l'air moins pire, des demi-vérités du gouvernement, de la fausse bienveillance, mais également de la différence entre mensonge, fiction, réalité et, bien entendu, l'art à un autre niveau. Parce que ouais, peut-être que des fois la réalité, elle est trop rough pour se l'avouer à nous-mêmes. On propose une réflexion sans l'imposer. J'ai adoré ça et elle écrit très très bien. On quitte le Québec, on s'en va au Cameroun avec Le Harem du roi de Djaïli Amadou Amal. C'est une autrice que j'aime énormément, j'avais adoré Les Impatientes, j'avais beaucoup aimé Cœur de Sahel aussi, et ce roman est encore une réussite, il est encore dans mon top. Comme d'habitude, c'est féministe, c'est fait avec respect, c'est fait avec nuance, on a des personnages qui sont pas parfaits, qui évoluent vraiment. Toutes les femmes de ce récit-là m'ont énormément touchée, autant l'épouse Boussouran dont on entend le plus parler, mais également les femmes du harem qui sont esclaves. Mais c'est presque un honneur d'être la concubine du lamido. Mais je m'explique, on est donc avec un couple d'un certain âge, ils sont ensemble depuis plusieurs années, ils sont mariés dans un mariage monogame, les enfants sont grands, et un jour, Seini, qui est le mari, va se voir proposer de concourir pour devenir l'amido, c'est-à-dire le roi d'un genre de petite communauté. C'est le protecteur de la religion, le garant des traditions. Il est médecin, elle est professeure, donc il a une vie moderne. Mais le mari va prendre une décision et sa femme, elle va suivre et elle va se retrouver dans une communauté fermée avec un harem. C'était pas ça pourquoi elle avait signé, là. On va suivre le couple sur plusieurs années, on va la voir passer de la stupeur à une genre d'acceptation un peu enragée et lui se laisser prendre au jeu de plus en plus et de profiter de tous ces privilèges qui lui sont offerts sur un plateau d'argent parce que, après tout, c'est écrit. Lui, homme, lui, avoir le droit, mais c'est pas un mauvais gars au départ, donc voir son évolution dans tout ça à travers les années, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré la fin, ça fait réfléchir. Très très bon roman. Un autre roman dont il n'est pas si facile de parler, c'est Étreinte de Anne Michaels. C'est magnifiquement écrit, mais quelle plume! C'est super beau, autant en anglais qu'en français. J'ai testé les deux pour vérifier. C'est une histoire éthérée, presque fantomatique. Ça parle d'amour, ça parle de temps qui passe, ça parle de mémoire, ça parle de fantômes également. On va y croiser des scientifiques, notamment Marie Curie. Ça parle de l'amour qui perdure dans le temps et dans l'espace. Ça parle d'âmes qui se retrouvent peut-être et ça donne envie d'y croire et j'ai aimé ça, j'ai vraiment trouvé ça beau, mais il faut se laisser porter, il faut se laisser porter. Le prochain roman, je ne serai pas originale parce que je vais vous parler de Jacaranda de Gaël Faye. C'est un roman que j'ai lu pour la rentrée littéraire, j'ai adoré ça, j'avais déjà beaucoup aimé Petit Pays. Ici, on retourne au Rwanda, mais après la guerre. Parce que oui, quand on s'est battu contre ses voisins, c'est pas nécessairement facile à vivre après. Tu sais, il a tué ton ami, lui-là, ou ton père? Pas top. On commence donc en France avec notre personnage principal dont la mère a vécu l'horreur au Rwanda. Elle ne veut pas en parler, elle a classé ça en quelque part et le Rwanda pour elle c'est du passé. Elle ne tient pas à faire connaître sa culture à son fils. Mais bon, pour plusieurs raisons, il va y aller, il va visiter cet endroit-là pour retrouver entre autres un petit garçon qui a croisé son parcours à un moment donné et qui est retourné au Rwanda et surtout il va essayer de tenter de comprendre. C'est sensible, c'est dur, ça parle de traumatisme, certes, mais aussi du poids du silence. C'est bien écrit, excellente lecture. Ensuite, l'un des romans divertissement de cette liste, ce sont Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. Ce que j'ai pu passer un bon moment de lecture dans ce roman-là. Ça rappelle Dickens, mais à New York. Avec peut-être un peu moins de coïncidences, puis il fait comprendre pour les méchants. Puis c'est des vrais méchants, là. Donc, on a une atmosphère super réussie avec plein de personnages grouillants et magouillants de tous les côtés. C'est l'histoire d'un juge, le juge Stalwart, qui est détestable. J'ai tellement passé de temps à l'haïr, vous pouvez pas vous imaginer. Lui, ce qu'il veut, c'est la gloire de sa famille et pour ça, il a décidé de libérer New York de la corruption, notamment le Triangle Noir qui est dirigé par une série de femmes criminelles. Triangle, comme ça, le triangle. Excusez. On a donc des personnages un peu beaucoup tout croche et on va les suivre dans leurs histoires et dans leurs tentatives pour échapper au juge Stalwart et si possible lui faire payer. J'ai adoré ça, un divertissement de l'enfer, comme dirait le juge Stalwart, parce que oui, c'est le triangle, je vais arrêter avec le triangle noir, c'est le mal avec un grand M. Tellement que le diable, il doit bien être en arrière de tout ça.
On poursuit avec Voix éclair tonnerre de Myriam Chency, qui est un très beau roman choral qui nous emmène en Haïti après le tremblement de terre de 2010 qui a fait un ravage épouvantable. Et quand on voit comment ça va à Haïti aujourd'hui, on se dit « Mais pourquoi ils laissent pas tranquille? » Bref, on a différentes personnes qui ont vécu le tremblement de terre, qui vivent les conséquences du tremblement de terre. On a une voix que j'aime particulièrement, la première, celle qui les unit un peu tous et qui se veut également la gardienne des mémoires. C'est très bien écrit, c'est poignant, c'est évocateur, on n'a aucun personnage de parfait là-dedans. Il y en a que c'est des petits escrocs, là. Mais on va vivre avec eux ces moments qui sont extrêmement intenses et tous ces personnages-là, ils sont surtout profondément humains dans leur façon de réagir. C'est déchirant, on va voir avec eux l'ampleur du désastre et le néant de l'avenir qui se profile devant eux. On voit aussi comment c'est difficile d'aider quand on a tout le bon vouloir du monde mais qu'on est de l'extérieur. Mais je pense que c'est surtout un hommage à la résilience de la population, à cette entraide-là qu'il y a eu entre peut-être pas tous les gens mais énormément de gens et qui leur a permis de passer du moins en partie au travers. C'est un très beau roman, je recommande, on ne peut qu'être bouleversé. On poursuit avec Les Dragons de Jérôme Collin, qui est un roman qui, pour moi, décrit parfaitement et de façon tellement juste le grand mal-être adolescent. On est avec un jeune homme qui, de l'extérieur, a pas tant de raisons, mais il est en colère contre le monde qu'on a préparé pour lui, en colère après les adultes, en colère après tout. Il est absolument incapable de se projeter dans l'avenir et il fait plein de trucs. Il va se retrouver dans une maison de redressement où il va rencontrer d'autres enfants qui, eux, ont d'autres histoires et d'autres traumatismes. Mais il va rencontrer surtout une jeune fille qui a presque toujours vécu là. En fait, ça fait longtemps qu'elle est là. Le seul problème, c'est qu'elle va avoir 18 ans et qu'à 18 ans, go beauté, c'est l'heure d'aller dans le monde. On va voir le regard de notre jeune homme qui va se modifier à travers les pages. C'est rempli de questionnements, c'est rempli de colère et surtout il y a une petite note d'espoir quand même avec certaines mains qui se tendent. C'est un très très beau roman mais qui est très difficile. Quand on a des ados, là, ça fait peur. J'en ai pas, mais j'ai des neveux. Allons-y dans un tout autre registre avec The Hearing Trumpet ou Le cornet acoustique de Leonora Carrington. C'est une artiste surréaliste que je connaissais en tant que peintre. Je ne savais pas qu'elle écrivait, mais surréaliste, c'est le mot. C'est le mot. C'est un très court roman, c'est complètement loufoque et déjanté, mais derrière tout ça, il y a une vraie critique sociale et cette fois-ci, c'est le traitement des personnes âgées, comment on les parque, comment elles deviennent un fardeau alors qu'ils sont quand même des gens qui ont vécu, des gens qui ont plein d'expériences à raconter et qui ont plein de choses à vivre aussi encore. On a donc une dame qui a 90 ans qui est un peu sourde et un jour elle se voit offrir un cornet acoustique et là elle entend puis elle réalise que sa famille veut la placer. Mais à quel endroit? C'est un couple chrétien qui veut sauver leurs âmes, tant qu'à faire il leur reste plus beaucoup de temps, pourquoi pas expier et essayer de s'améliorer un petit peu. Elles mangent du pain presque sec mais leurs maisons sont des bottes, un champignon, un phare, un igloo. Mais l'histoire c'est que dans la salle à manger, il y a un portrait qui semble leur faire un clin d'œil. Ça a l'air barré comme ça, hein? Mais vous avez rien vu. Ça explose, ça s'en va n'importe où. C'est jubilatoire. Ça attaque le patriarcat et la religion assez frontalement. C'est délicieux et loufoque. J'ai adoré. Le prochain roman, j'ai hésité à le mettre dans mon top à cause de toute la controverse qui a entouré l'auteur ces dernières semaines. Il s'agit de Houri de Kamel Daoud. Moi, ce roman-là, il m'a jeté par terre. Tout au long de ma lecture, je me disais, ça se peut pas, je savais pas, je n'en savais rien. Il y a une violence insidieuse dans ce truc-là, dans le silence qui est imposé, c'est épouvantable. Sauf que le scandale, c'est que le personnage principal serait inspiré d'une des patientes de la femme de l'auteur, qui avait pas vraiment dit oui à ce que son histoire soit utilisée. Donc si vous choisissez de le lire, il faut savoir, et après, c'est vous qui décidez. L'histoire, c'est en grande partie celle d'une femme. Elle parle au fœtus qui est dans son ventre. Elle ne va pas le garder dans sa tête. Parce que pour elle, être une femme en Algérie, présentement, c'est l'horreur. Elle ne veut pas faire vivre ça à personne. Elle va donc lui raconter sa vie à elle, une vie de femme qui a vécu la mauvaise guerre en Algérie, la guerre civile, celle dont on ne parle pas et dont il est défendu de parler. Et moi, c'est ça que je savais pas. Elle a été égorgée, elle a survécu, donc elle ne parle plus et elle va décider de partir à la recherche de quelque chose que je vous laisse découvrir. Il y a également d'autres voix dans le roman, 2 personnes qui ont été muselées suite à tout ça. Et le sort de tout le monde est horrible parce qu'on a laissé gagner ce qu'on appelle les égorgeurs. L'impact du silence sur tous ceux qui ont vécu ces événements-là, c'est horrible, c'est fracassant, c'est assourdissant. Et moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est une histoire sur la condition des femmes, ça m'a laissé complètement vide à la fin, donc je pouvais pas en parler, malgré tout.
On arrive dans les 8 premiers qui sont pas mal mes 8 meilleurs, pas nécessairement dans cet ordre-là non plus, mais bon, quand même. On y va avec La Cité des nuages et des oiseaux d'Anthony Doerr. Comment en parler? C'est un livre que j'ai trouvé fabuleux. On a plusieurs personnages à plusieurs siècles d'intervalle et leurs histoires sont reliées par un mystérieux manuscrit qui a des milliers d'années et qui s'appelle La Cité des nuages et des oiseaux. On se balade de la Constantinople du 15e siècle à un futur lointain où on a une jeune fille qui vit dans un vaisseau spatial très très isolé et qui représente un peu la survie de l'humanité. C'est un texte qui date de la Grèce antique. Il va fasciner, il va émouvoir, il va donner de l'espoir également. Tout est intriqué, il y a des liens partout. Chaque histoire est hyper intéressante. J'ai tout aimé. Mais surtout l'idée de la littérature qui permet de grandir, qui permet de guérir également. Du partage de la littérature aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça. Ça me parle. Ça me parle au bout. J'ai adoré ce roman-là. La petite bonne de Béatrice Pichat, qui a été un peu ma surprise de cette rentrée littéraire. C'est un roman qui est très court, un roman d'atmosphère. Il y a une partie qui est en vers libre. On est avec une jeune femme, une petite bonne. Elle est presque invisible. Elle veut bien faire son travail, mais ça s'arrête là. Dans ce couple-là, le mari, c'est une gueule cassée. Il a été très, très gravement blessé lors de la Première Guerre mondiale. Il est lourdement handicapé et sa femme, elle a dévoué sa vie à s'en occuper. Lui, il en a vraiment son voyage. Elle se sent un peu coupable parce que dès qu'elle s'amuse, on dirait qu'elle pense à lui, puis bref, sa vie, c'est pas simple non plus. Et un jour, on va lui proposer d'aller passer 3 jours chez l'une de ses amies, et c'est la petite bonne qui va s'occuper du mari, qui va lui faire toute une proposition. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une rencontre, une rencontre qui va se faire par le biais de la musique, parce que lui, c'est un ancien pianiste. On voit les points de vue évoluer, tout est en teinte de gris dans tout ça. Les 3 perspectives sont très différentes, très réalistes, les 3 m'ont touchée. J'ai lu ce roman-là presque en apnée, un très, très, très bon moment de lecture, puis je pense que je vais le relire, tu sais. Ouais, à ce point-là. Un autre roman qui n'a plus besoin de présentation, La vie devant soi de Romain Gary. Je l'avais jamais lu. Non, mais pourquoi j'avais jamais lu ce roman-là? C'était un gros coup de cœur, c'est fabuleux. J'adore la plume de Romain Gary. J'adore ses voix d'enfant. Et ici, on a celle du petit Momo qui est élevée par Madame Rosa, qui est sa figure maternelle. Madame Rosa, c'est une ancienne prostituée. Elle va plus tellement bien. On va dire qu'elle est sur la pente descendante. Et lui, son univers, sa normalité, ça n'a rien de normal. Et c'est ce regard-là qui est naïf, qui est sans concession également, qui est extrêmement touchant. Pour lui, fils de pute, c'est pas une insulte, c'est une réalité. Et des fois, ses réflexions, tu fais « OK, quand même ». J'ai adoré ça, j'ai adoré sa façon d'accepter tout le monde comme ils étaient dans leurs différences. La relation entre Momo et Madame Rosa, elle est émouvante, ça parle de filiation, ça parle de famille choisie, d'entraide, dans un quartier pas facile. C'est un magnifique roman. Un autre roman qui a été pour moi un coup de poing cette année, c'est Le 4e mur de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon, c'est un auteur que j'aime toujours, il réussit toujours avec ses mots à aller me chercher, à me faire ressentir les choses. Et là, ouf! C'est l'histoire d'un homme qui décide d'aller réaliser le rêve de son grand ami qui est mourant, c'est-à-dire monter l'Antigone d'Anouilh à Beyrouth au Liban. On est en 1982. On s'est entendu que ça va pas bien. Surtout quand on a choisi des acteurs toutes de confessions religieuses différentes, genre ils se tuent dans la rue. Le but de tout ça, c'est de créer un moment de grâce, un moment de paix, le temps d'une pièce de théâtre. Est-ce que ça va se passer comme ça? Mais bien sûr que non, ça se passera pas comme ça. Et c'est déchirant. La guerre va les rattraper, la guerre va les façonner. Et on a cet homme-là qui avait rien à faire là, qui va être complètement bouleversé, transformé et qui va avoir vraiment de la difficulté à revenir dans la vie quotidienne parce que la trivialité du quotidien, quand on a vu ça, on dit, ben voyons, c'est pas vrai, là, t'es pas en train de te plaindre pour ça, c'est pas sérieux. Et c'est difficile pour lui de retrouver quelque chose qui va lui redonner le goût de continuer et la possibilité de ressentir comme il a pu ressentir là-bas au Liban. Ça parle de la guerre, des impacts de la guerre. Et moi, quand je suis sortie de ce roman-là, j'étais carrément à bout de souffle. Je l'ai refermé, je me suis fait « OK, j'ai besoin d'un break. » Extrêmement fort à lire. Un roman qui est pour moi un chef-d'œuvre, c'est Autoportrait d'une autre de Élise Turcotte, qui est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime comment elle écrit et j'aime également toute l'introspection dont elle fait preuve dans chacun de ses livres. Ici, Élise Turcotte, elle est au premier plan parce que c'est son histoire qu'elle nous raconte. Dans sa famille, il y avait une tante dont on ne parlait pas. Elle était toujours en marge, comme en coulisses. Et pourtant, cette tante-là, elle avait vécu une vie fabuleuse. Elle avait été mariée à un célèbre réalisateur. Elle a côtoyé de près plein d'artistes du mouvement
grands surréalistes mexicains, notamment Leonora Carrington, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était pas mexicaine, hein, mais en tout cas, on en parle dans ce roman-là. Et pourtant, malgré tout ça, elle est introuvable, effacée des archives. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'autrice va découvrir une bonne correspondance de sa tante avec Gaston Miron. Elle décide de partir à sa recherche, notamment au Mexique. Mais je crois que la personne qu'elle va rencontrer, c'est surtout elle-même parce que elle se reconnaît un peu dans cette tante-là. C'est un roman qui est extrêmement bien écrit, il y a des réflexions qui sont pointues, qui sont intelligentes. Ça nous dessine le portrait de toute une époque, ceux dont on se souvient, ceux qui ont été complètement oubliés par l'histoire. Ça parle également de santé mentale, surtout de santé mentale au féminin. C'était donc plus simple des effacer du portrait. Mais surtout, ce livre-là m'a donné envie d'apprendre, envie de tout savoir sur ce groupe de surréalistes, sur ce moment de l'histoire, notamment en Amérique centrale. Et moi, un roman qui me fait cet effet-là et qui me donne envie d'ouvrir mes horizons, c'est une réussite pour moi. Dans les romans québécois que j'ai lus en 2024, c'est mon préféré. À ce moment du top, on va parler d'une série qui a marqué mon année 2024. Si vous me suivez, vous savez que c'est Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je suis en train de lire le tome 5 présentement. Je fais exprès de le prendre la dernière semaine avant Noël pour être certaine de ne pas le finir avant le 31. Je ne vais pas m'étaler encore une fois sur cette œuvre-là. C'est une série de high fantasy. Ça se situe dans le Cosmere, qui est l'espèce de grand univers de Brandon Sanderson. On a une vraie mythologie qui sert pour de vrai dans l'histoire. On a également un world building qui est extraordinaire, un système de magie qui est hot. Et surtout, on a des personnages, mais des personnages aux petits oignons. On les rencontre séparément dans le premier tome. C'est évident qu'ils vont se retrouver à un moment donné. Et il y a tellement d'événements dans cette série-là. Quand on commence le premier tome, même si on voit l'arc général, on peut pas le voir. On est tellement rendu loin de là quand on est rendu dans le tome 5 que c'est impossible de savoir où est-ce qu'on s'en allait au début. Chaque personnage est en teinte de gris, chaque personnage évolue, ils font toutes des erreurs. Bref, j'adore cette série-là, j'adore l'univers de Brandon Sanderson en général et j'ai hâte de finir, mais j'ai pas hâte de finir non plus. En tout cas, je suis encore là-dedans, c'est une excellente série. Avant-dernière lecture de ce top, on est dans un roman, un court roman de science-fiction post-apo et c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Ce roman-là, il m'a jeté par terre. Au début, ça m'a pris un petit peu de temps à voir où est-ce qu'on s'en allait. Parce qu'on est dans une cellule avec un groupe de femmes qui sont gardées par des hommes. Les règles sont très, très strictes. Elles ne se connaissaient pas au départ, on ne sait pas trop pourquoi elles sont là, ni comment elles sont arrivées là, et parmi elles, il y a une jeune fille qui se rappelle pas tellement de la vie d'avant. Je pense pas que c'est spoilé de dire qu'un jour elles vont sortir de là. Et ce qu'elles vont trouver, je sais pas comment en parler, mais il y avait vraiment longtemps que j'avais pas été aussi bouleversée par un texte. C'est comme un condensé d'humanité, de réflexion, limite de philosophie, tout ça vu à travers les yeux de la plus jeune, celle qui n'a pas connu les hommes, celle qui n'a pas vraiment de souvenirs avec quoi comparer ce qu'elle vit maintenant. C'est un livre qui est très très court, mais chaque mot a son importance et il y a des petites phrases qui font mouche à chaque page. Ça parle certes de résilience, mais aussi de ce qui fait de nous un être humain. C'est déchirant par moments, j'en suis sortie bouleversée et marquée à vie. Finalement, dernier roman de ce top 24 de 2024, on parle de Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Kingsolver, c'est une autrice qui, pour moi, n'a plus de preuves à faire, mais elle s'est encore surpassée avec cette réécriture de David Copperfield de Charles Dickens, mais transposée à notre époque d'une manière extraordinaire. Tu sais, imaginez les personnages de Dickens avec leur personnalité, leurs forces, leurs failles, transposés dans cet univers-là, c'est exactement ce que ça aurait donné. J'ai trouvé ça d'une inventivité folle, c'est incroyable. Et en plus de ça, elle fait un peu comme Dickens, c'est-à-dire qu'elle parle de ceux dont on ne veut pas entendre parler. Ici, c'est les ploucs américains, ceux-là qui votent pour Trump, ceux qui, pour la plupart, n'ont pas d'éducation, qui vont vivre à la petite semaine. Vous savez, ceux qui font pas pitié à grand monde. C'est d'une grande sensibilité et c'est un peu la même histoire, sauf que notre jeune garçon va naître dans les Appalaches. Sa mère, c'est une toxicomane. Il va rencontrer les mêmes personnages, va se faire avoir un peu de la même façon, sauf que lui, ça va être la crise des opioïdes et il va se retrouver pris là-dedans. Et la transposition, je vous dis, c'est du génie. C'est super bien écrit, ça se lit tout seul. Et si vous avez lu David Copperfield, vous allez voir tellement de liens, tellement de clins d'œil, il y en a partout. C'est fabuleux, c'est une excellente lecture. Vraiment, lisez-le, même si vous n'aimez pas Dickens, ça va vous plaire. C'est beaucoup plus actuel.
Alors voilà, c'était mon top 24 de 2024. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit cœur en émoji parce que ces livres-là, je les aime d'amour. Est-ce que je vous ai tenté par l'une de ces lectures et je veux aussi savoir quelles sont, vous, vos meilleures lectures de l'année, que je puisse en choisir quelques-unes là-dedans pour rythmer mon année 2025. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like ou encore, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année 2024, une bonne année 2025 et surtout de bonnes lectures.